La spiritualité est complexe à appréhender parce qu'elle est constituée de beaucoup de courants, certains très anciens, d'autres très modernes. J'ai été à la rencontre de Guillaume Caïsac, auteur de la chaîne Regard Essénien, pour parler de la spiritualité au quotidien et de la pratique des Esséniens. Alors en fait, les Esséniens historiques avec ce mot, tu as des traces à peu près 200 ans avant Jésus-Christ et ça finit à peu près à l'époque de Jésus. C'est une des branches du judaïsme parce que à l'époque, les Juifs donc se sont complètement éclatés en différentes façons de pratiquer, avec des branches qui donc bien sûr sont en conflit, il y a des divisions, il y a des c'est moi qui ai raison, c'est moi qui suis bien, c'est moi voilà. Et donc les Esséniens, si tu veux, c'est une manière d'être dans le judaïsme et de maintenir la tradition de Jésus, qui est beaucoup plus proche de la nature et qui nécessite de sortir des zones urbaines pour rentrer en relation avec... dans le fond, c'est une recherche du divin, de la divinité créatrice dans la nature. Et donc, il y a peu d'écrits, il y a peu de traces, et ils ont curieusement disparu après la mort de Jésus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un silence radio sur ce mot essénien pendant 2000 ans. Parce que même si dans 2 textes anciens, il y avait la mention « les Esséniens », mais c'est vraiment 2 phrases littéralement dans un vieux texte, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce mot essénien, il est resté comme intact, comme dans une tombe qui n'a pas été découverte, il n'a pas été pillé. Alors que beaucoup d'autres mots ont été énormément utilisés, réutilisés, réemployés et qui se sont modifiés. Ce mot essénien, il est comme choisi parce qu'on a trouvé que c'était un mot qui était relativement peu utilisé, donc pas vraiment galvaudé, pas trop abîmé, endommagé. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une tradition primordiale, c'est-à-dire que tu as une espèce de fil conducteur qui se retrouve à toutes les époques, dans tous les peuples, tu vois. Parce que quand tu étudies les traditions, les enseignements, l'hermétisme et tout ça, tu retrouves toujours les mêmes choses. Donc tu dis, mais il y a quand même c'est incroyable comment à toutes les époques, les hommes, ils arrivent toujours aux mêmes conclusions. Il y a toujours la réémergence des mêmes vérités, des mêmes principes, des mêmes sagesses, tu vois. Ça veut dire qu'il y a un fil conducteur. Moi, si tu veux, je me considère comme essénien, mais si tu veux, je trouve ce fil conducteur dans l'initiative des Templiers, différente de ce qui est devenu l'ordre du Temple et de tout ce qui a été fait après, tu vois. L'initiative des Templiers, je le retrouve dans l'initiative de la Rose-Croix, ce principe d'enlever l'homme agonisant au centre de la croix et de mettre la rose et de vouloir libérer le savoir scientifique en réunissant l'esprit et la matière. Je peux le retrouver dans l'alchimie, je peux le retrouver chez les cathares, bien sûr, je peux le retrouver dans les religions même. Tu vois, à l'origine, à chaque fois, mais pas nécessairement dans l'évolution. On peut connaître et percevoir beaucoup de choses. Tu peux percevoir vachement de choses dans la vie. Et les gens qui t'entourent, ils sont tellement différents de toi, qu'ils sont complémentaires, ils peuvent t'apporter beaucoup de réponses quand tu les regardes fonctionner, quand tu regardes leur interaction avec toi, pourquoi ils te disent ça à un moment. Donc tu vois, c'est une espèce d'attitude que tu développes, pas que avec l'intellectuel, même si j'ai l'air d'un gros intello avec mes lunettes, mais c'est pas le cas, c'est que tu prends en compte plein de choses à l'intérieur de toi qui sont aussi importantes et pertinentes que l'intellect. Au-delà de sa chaîne, Guillaume propose des modules de formation dans le but d'aider ceux qui veulent emprunter cette voie. Par tempérament, depuis que je suis né, je suis très, comment on pourrait dire, autonomisant. J'aime bien autonomiser les personnes. Je voulais donner des formations pour permettre aux personnes de faire leurs propres expériences et d'avoir leur outil ensuite à elles. Donc on trouve des formations qui incluent des mouvements corporels, des méditations, et puis beaucoup d'explications. C'est ma grande spécialité. J'explique ma façon de voir les choses, la façon dont l'enseignement essénien des fois les décrit. Je fais des comparatifs. Donc toi, tu distribues des outils. T'es une sorte de monsieur bricolage un peu de la spiritualité. C'est que tu distribues des outils pour que les gens soient autonomes. Ok. Alors justement, en parlant de spiritualité, c'est un mot qui aujourd'hui est un petit peu connoté. En tout cas, quand on baigne dans ces milieux-là et qu'on a un petit peu d'esprit critique, qu'on a un petit peu de recul, c'est un mot qui, des fois, ça grince un petit peu, ça fait un petit peu, ça pique un peu les oreilles. C'est quoi ta vision aujourd'hui dans cette espèce de gros mélange de spiritualité qui va du New Age au traditionnel, etc., de la religion avec dogme, sans dogme? C'est quoi un petit peu ta vision, ta définition de la spiritualité? T'as 2 heures. Interro surprise. Exactement. Un jour, il y a des années, je marchais dans la rue. Tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, je suis pas spirituel. Qui c'est qui m'a dit que j'étais spirituel? Parce que moi, je me définissais comme spirituel. Je me suis dit, mais qui c'est qui m'a dit que j'étais spirituel? Puis pourquoi j'ai pris ce mot-là et ça m'a défini moi-même? Et je me suis dit, en fait, est-ce que ça serait pas les autres qui sont matérialistes?
Et qu'on devrait dire les matérialistes, et nous on est des normaux, et les autres sont des matérialistes. Et donc je me suis dit, est-ce que ce serait pas notre civilisation qui est devenue généralement extrêmement limitée à l'aspect matériel des choses atomiques, et que donc nous, par contraste, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, est-ce qu'il y aurait autre chose? Tu vois que cette limite qui nous est posée, une espèce de cadre enfermant. Moi, je me sens juste normal, je me sens pas forcément spirituel. Et après, je me suis dit, mais en fait, la spiritualité, est-ce que c'est pas juste que justement, tu veux comme aller respirer, tu vois? Parce que tu es dans un cadre tellement enfermant, on t'a tellement limité à un corps physique, à un job, à une identité, à un numéro de sécu, à un état de consommateur, tu vois. Je me rappelle très bien, quand j'étais enfant, avec mes parents, on mangeait à table devant le journal télévisé, et puis régulièrement, le présentateur te disait, une fois par mois, c'était l'indice de consommation qui était publié par le gouvernement, avec la croissance, le taux de croissance. Et donc, je me rappelle très bien que c'était annoncé de cette façon, on disait, le moral des Français va bien, parce que la consommation augmentait de 0,3% au mois de mars. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi? On est heureux parce que la consommation augmente, tu vois? Et je me suis dit, voilà, si on nous enferme là-dedans, et qu'à un moment donné, tu te poses des questions et que tu te demandes où est-ce que tu peux respirer, où est-ce que tu peux avoir de l'inspiration sur le sens de ce que tu fais, sur la dimension réelle de ce que tu vis. Et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'on appelle spiritualité. C'est juste d'aller chercher dans la poésie, dans l'art, dans, tu vois, quelque chose qui est un peu plus grand. Et du coup, d'être spirituel, est-ce que ça serait pas simplement de vouloir réintégrer la pleine dimension de nos vies intérieures en disant, ben, c'est légitime, on a le droit, et il y a d'autres personnes qui en ont parlé avant, on trouve des traces dans d'autres civilisations, dans le passé, donc ça veut dire qu'on n'est pas fou, que oui, on peut voir la vie de façon un peu plus inspirante et grande, sans que... Et je me suis dit, en fait, c'est une illusion, cette histoire de matérialisme et de spiritualité, et donc aujourd'hui, j'en arrive à me dire que je ne me considère pas comme spirituel, ça me sort un peu par les trous de nez, cette espèce de mot, en plus, comme tu dis, ultra galvaudé. Peut-être plus spirituel que quelqu'un qui n'a pas de vie intérieure et qui n'a pas de dimension, tu vois, plus grande à ce qu'il vit. Donc oui, de ce point de vue-là. Mais non, parce que pour moi, c'est complètement à équilibrer, c'est indissociable d'une vie aussi matérielle, parce que l'être humain est amphibie, il vit entre deux mondes et il doit absolument récupérer cette double nature et vivre avec. Pour moi, ça fait partie de l'expérience de la vie. Et donc, on doit être et matérialiste et spiritualiste, et en gros, on doit être humain. Généralement, moi en tout cas, dans ce que je pratique, la spiritualité, tu te poses des tonnes de questions, t'as très peu de réponses qui arrivent, mais je considère que c'est pas grave. Le but, c'est que ça tourne là-dedans. Et je trouve que le fait de se poser des questions, c'est déjà un bon début de spiritualité. Et de comprendre effectivement ce qu'on fait dans ce monde-là, ce qu'on fait dans cette société-là, ce qu'on fait dans... Oui, mais par exemple, il y a des gens qui sont scientifiques et qui vont te dire qu'ils sont hantés par des questions, mais ils vont chercher les réponses dans le télescope Hubble, ou dans un microscope, ou dans... Tu vois, donc ça voudrait dire que la spiritualité, c'est des questionnements, mais... Si tu veux, où est-ce que tu vas chercher tes réponses? Parce qu'un scientifique matérialiste pourrait te dire, tu te poses des questions, mais la science a beaucoup de réponses, et si nous travaillons fort à l'Institut Pasteur et tout ça, nous aurons dans les siècles à venir toutes les réponses. Alors ça, pour moi, c'est un truc, je vais essayer de le définir le plus simplement possible. Science et en face spiritualité, ésotérisme, religion, tout ce que tu veux, on va faire un gros panier avec tout ça là-dedans. C'est deux choses qui, pour moi, sont parfaitement incompatibles parce qu'ils ne répondent pas aux mêmes questions. Pour moi, très simplement, la science répond à la question du comment et la spiritualité répond à la question du pourquoi. Tu veux comprendre les lois de la thermodynamique, tu vas pas aller voir en alchimie ou en maçonnerie ou ce que tu veux. Il faut aller voir ça du côté de la science. Donc, la science explique le comment ça fonctionne, mais le pourquoi, la science t'explique pas. La science, par exemple, va parler du Big Bang. En tout cas, va théoriser ce truc-là en disant qu'il y a eu un point très chaud, des pressions énormes, etc. Ça explose, ça part dans tous les sens, il y a de la matière qui refroidit, qui se met à tourner, etc. Ok, ça c'est le comment c'est arrivé là. Maintenant, pourquoi c'est arrivé là? Et pourquoi la science n'y répond pas? Et c'est pas du tout... Là, on sort complètement de la science à partir du moment où on se demande pourquoi. Et on entre après, alors, au choix dans la spiritualité, dans la religion, dans l'ésotérisme, dans l'occultisme, dans tout ce qu'on veut. Si je te suis, je trouve que l'enseignement essénien que je partage donne aussi beaucoup de comment. Tu vois, par exemple, l'alchimie aussi donne beaucoup de réponses sur le comment. Mais chaque comment t'amène plus loin dans le pourquoi. Tu vois, il se passe des trucs de dingue dans le monde qui font que tu peux te poser des questions. Tu vois, il se passe des trucs complètement absurdes, dramatiques, tragiques, horribles, tout ça, hyper choquants, tu vois, qui font que même quand tu as un certain confort, une certaine harmonie de vie, une certaine stabilité, ça vient te remuer. Et là, tu
tu peux te dire, mais finalement, pourquoi les gens vont faire des trucs comme ça, tu vois? Comment on en arrive à ces extrémités, tout ça? Et donc, par exemple, moi, j'explique certains processus avec, par exemple, des égrégores, comment nos pensées s'agrègent et certains êtres vont recevoir une énergie spirituelle subtile, colossale, et vont se mettre à faire un truc que personne ne fait, mais en fait que beaucoup de personnes imaginent, espèrent, veulent. Et c'est pour ça que des fois, on a des espèces de surgissement d'un événement incroyable. Tu vois, Rudolf Steiner, il parlait de la science de l'esprit. Il voulait essayer de... Parce que lui, il vivait bien sûr, tu vois, où la révolution industrielle semblait triomphante. La chimie allait libérer l'humanité, on n'aurait plus jamais de maladie grâce à la médecine et tout ça. Et il voulait comme faire un contrepoids un peu en disant... oui, il y a la science, mais il y a aussi la science des choses intérieures, tu vois. La science qui va t'expliquer toujours comment fonctionnent les choses, elle se limite, je trouve, vachement à la matière. Mais en même temps, c'est la base de la science en soi. C'est le fait que tout soit reproductible, le fait que tout soit mesurable, observable. Mais après, les choses évoluent aussi en fonction de ce que les scientifiques, les ingénieurs sont capables de produire comme outil d'observation. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, on ne savait pas qu'il existait des infrarouges et des ultraviolets. Il a fallu qu'on ait inventé des machines pour pouvoir les observer, pour comprendre que ça existait réellement. Ouais, mais tu vois, par exemple, en fonction de ce que tu cherches, tu vas trouver. Regarde, non mais ça t'est forcément arrivé, il n'y a pas très longtemps, tu étais chez toi, tu cherchais un truc, et si tu sais ce que tu cherches et que tu le visualises dans ton esprit, il y a plus de chances que tu le vois là où il est. Alors que quand tu cherches un truc et tu sais pas vraiment ce que c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, si je te dis je cherche un truc vert, tes yeux se programment et tu cherches du vert. Si je te dis on cherche un truc, mais toi en fait tu sais même pas à quoi ça ressemble, tu l'as jamais vu cet objet, ça, tu peux l'avoir sous les yeux, tes yeux vont pas l'identifier. Et je trouve que de ce point de vue-là, la science, elle peut être énormément enfermée dans sa recherche, tu vois. C'est un mec qui cherche ses clés sous la lumière d'un réverbère, et puis il y en a un autre qui arrive qui dit mais vous faites quoi? Il dit ben je cherche mes clés. Il dit mais pourquoi vous cherchez que là? Il dit ben parce que là c'est éclairé, il y a de la lumière. Mais voilà. Exactement. Et donc moi j'aime bien justement élargir à ce moment-là, tu vois, ce réverbère, pour te dire qu'il faut chercher selon d'autres paramètres dans des choses que justement le matérialisme t'a dit, en tout cas je sais pas toi, mais moi j'ai été élevé un peu comme ça, quand j'y repense si tu veux, c'est que mes pensées, personne ne m'a jamais parlé de mes pensées. À quoi tu penses, que c'est important, que ça a un effet, que ça a un impact, que c'est vivant. Moi dans le fond, quelque part on m'a dit en creux, si tu veux, ce qu'on m'a dit, c'est que je pouvais penser ce que je voulais. Parler, c'était déjà plus gênant, faut être poli, faut pas dire forcément tout ce que tu penses, faut te gêner, machin. Bon. Et après, le vrai impact qu'on m'a appris, moi, c'est l'action. C'est-à-dire que tu le fais pas. Donc, dans le fond, tu peux penser ce que tu veux, ressentir ce que tu veux. Dans le fond, tu peux même parler. Du moment que tu passes pas à l'acte, c'est pas un problème. Et tu vois, on m'a comme enfermé à me dire ce qui est important, c'est l'effet concret. Ce qui est pas faux, hein. Mais du coup, tout le reste sort du réverbère, il reste un peu dans la nuit comme ça, et ça devient une espèce de monde comme ça, fantasmagorique. Bah, c'est vrai que ce qu'on pense et le bien-être mental et l'épanouissement, etc., tout ce qui se passe dans la tête, c'est pas du tout un centre de préoccupation. Il y a qu'à voir la quantité d'antidépresseurs consommés en France et le nombre de burn-out qui ne fait que grandir d'année en année. C'est pas au centre des préoccupations de la société aujourd'hui. Et justement, c'est une question que moi je trouve très complexe au quotidien, c'est comment on fait pour vivre la spiritualité dans un monde qui ne l'est pas, dans un monde qui s'en fout, et voire même dans un monde qui s'en moque. Quand j'étais jeune, j'étais sur le mur de Berlin. À l'époque, il y avait le rideau de fer, tu vois, cette espèce de mur qui est fait par un certain monde et qui met d'un certain côté religion, spiritualité, philosophie, comme tu sais, amusez-vous les enfants, mais venez pas nous déranger. Je veux pas tomber dans ce piège justement dans lequel on m'a mis un peu socialement, culturellement, parce que c'est le monde dans lequel je suis arrivé. Donc je regarde un peu mon parcours. C'est-à-dire que chez moi, c'était extrêmement fort, et si tu veux, c'est une réminiscence. Et ça, c'est un thème qui est très fort chez Platon, par exemple, il explique qu'on se souvient. Et ce thème du souvenir, il est important parce que Platon dit, on ne pourrait pas se souvenir ou avoir l'impression qu'on a oublié quelque chose si c'était pas vrai. Et quand il dit, quand tu cherches dans la vie, on a une quête spirituelle, on est en recherche spirituelle, tout ça, on utilise ce mot de quête. Et donc Platon dit, si on n'avait rien perdu, on ne chercherait rien. Donc c'est nécessairement la preuve qu'on a perdu quelque chose. Et oui, mais donc, quoi ? Parce qu'on cherche, mais on ne sait pas forcément ce qu'on cherche. Et d'ailleurs, moi je pense que tous les humains cherchent, à travers le bonheur, à travers l'argent, à travers la réussite, à travers la beauté, à travers l'appréciation des autres et tout ça, on cherche quelque chose. Maintenant, après, c'est une succession d'actes manqués.
Tu cherches quelque chose et quand tu l'as, tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas vraiment ça que tu voulais et que parfois, en fait, ce que tu cherchais était à côté de toi ou que tu dois passer d'épreuve en épreuve pour le résultat ultime, etc. Et donc, moi, quand j'étais vraiment enfant, dans la cour de récréation de l'école primaire, j'avais la sensation très forte que tout était déjà prédéterminé et écrit. Et que tout ce que je disais, tout ce que je faisais, que le moindre mouvement, le geste, n'importe quoi que je faisais, était déjà écrit. Et que j'étais comme emprisonné dans un scénario écrit d'avance. Comme dans une matrice artificielle, en fait, où tout est... Et donc, je me disais, mais je sais que je peux en sortir. Et donc, j'essayais d'interrompre le fonctionnement de cette pseudo-réalité virtuelle en faisant quelque chose d'inattendu. C'était comme des exercices spirituels que je faisais, mais j'étais dans ma première école primaire, donc j'étais au CP. Et oui, mais comment tu peux expliquer ça, que je me souvienne d'une chose comme ça, tu vois, c'est donc que c'est à l'intérieur de toi. Et après, quand j'étais un peu plus grand, eh bien, j'avais vraiment un sentiment que tout était faux, que les adultes étaient faux, que rien n'était réel et que c'était pas vrai, tu vois, dans le sens de pas authentique. Qu'ils disaient des choses, mais sans vraiment les ressentir, tu vois, que c'était mise en scène, que c'était joué. Et donc, je cherchais à respirer. Donc, je cherchais des gens qui se posaient ces questions et donc, je suis allé dans l'endroit qui était un peu comme interdit, c'est-à-dire je suis rentré dans une librairie ésotérique. Oh purée. J'avais 13-14 ans. Et j'avais vraiment l'impression de rentrer dans un monde un peu alternatif, un peu mal vu, tu vois. Tu rentres de l'autre côté du miroir. Ouais, tu regardes si on te suit pas. Ouais, dans des trucs qui sont pas approuvés, qui ne sont pas validés par la société. Mais je me disais, bon, si c'est rejeté, c'est qu'il y a une réponse. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses pas que on passerait de matrice en matrice? Parce que tu parles de choses prédéterminées. Tu parles un petit peu de matrice ou de réalité virtuelle. Il y a quelque chose qui peut même être, qui peut filer le vertige dans la tête, c'est que où est la limite de la matrice? Est-ce que quand tu deviens un punk, tu ne en fait sors pas de la matrice d'un monde matérialiste pour rentrer dans la matrice du monde des punks en voulant échapper à une case? Est-ce que finalement on saute pas dans une autre? Oui, mais je pense que tant qu'on est incarné dans un corps, on ne peut vivre qu'une réalité relative. Moi, je suis en train de vivre ce moment, cette situation, cette conversation, nécessairement de manière relative, puisque ne serait-ce qu'en étant à ta place, j'aurais un point de vue inversé, tu vois. Donc si j'étais encore une troisième personne, une quatrième, en dessous, donc chacun de nous n'est pas réellement, nous ne sommes pas réellement pour moi des êtres réels, nous sommes des fractions d'un être unique, ce qui nous ramène à la notion de Dieu. Dieu comment tu dis toi, la source créatrice Moi j'aime bien l'expression la divinité créatrice. Divinité créatrice. Tu vois, ça serait que la divinité créatrice serait le principe qui contient la totalité des points de vue, puisque toute la création a son point de vue, dans les dimensions différentes. Donc, de partir de l'idée que je suis incarné dans un corps, je suis une personnalité, je suis un individu, donc je fais une expérience tout à fait relative et pas absolue. Tu vois, je traverse ma vie comme ça, je trace une ligne, mais les autres en tracent en même temps, et que, voilà, ensemble, on va peut-être reconstituer le miroir brisé, on va peut-être récupérer la réalité. Tu vois, j'étais au musée d'Orsay, et puis il y avait des tableaux de Seurat, c'est ce peintre pointilliste, tu vois, vraiment, c'est fascinant. Donc tu es près du tableau, tu ne vois que des pixels, et puis tu recules et tu vois... Et moi, j'aime cette idée que je ne suis qu'un pixel, et donc, je me prends pas trop la tête, parce que je ne suis pas en recherche d'absolu, et que dans le fond, mon absolu passe par toi. J'ai besoin de toi pour vivre mon absolu et pour être dans le réel. Mais dans mon temps de vie, je ne fais qu'une expérience relative. Je ne peux pas vivre l'absolu maintenant. Par contre, moi j'aimerais être absolument moi. Pour t'offrir, dans le tableau de notre réalité partagée, un pixel super classe. Bien fait, bien fini, au maximum de sa luminosité, de sa colométrie, de je sais pas quoi, tu vois. Ça serait d'être au plus qui je suis moi, en sachant que c'est relatif. Et je trouve que du coup, ça fait comme dégonfler des ballons qu'on peut se monter, d'hélium comme ça, que il faut être absolument, il faut être pur, il faut être accompli, il faut être ultime, tu vois. Je pense qu'il faut y renoncer pour le temps de notre vie, mais en même temps, de se dire que non, il y a un objectif d'état ultime à atteindre, mais qui est relatif, mais il est ultime. Je voudrais être ultimement moi dans cette vie, atteindre mon plein potentiel, et même je voudrais le faire par amour pour toi, par amour pour elle, par amour pour lui, parce qu'on se le doit les uns aux autres, et que si on fait tout ça, on sera plus fort ensemble. Moi, ça serait ça, tu vois, ma vision de comment être au quotidien dans la spiritualité. Du coup, j'enlève cette espèce
de trucs qui est un instrument de torture, tu vois, une espèce d'absolu qu'on devrait atteindre, un état de sérénité par exemple, un état de bienveillance, un état de compassion, un état de bonté absolue, un état de non-désir, tu vois, toutes ces espèces pour moi, c'est comme des gargouilles qu'on nous a mis autour, là, qui font que toujours on souffre, on n'est pas content, on n'est pas assez, tu vois, il faut faire plus, et que finalement le quotidien semble un obstacle, et par contre, tu prends très au sérieux et très à cœur cette espèce de recherche de plein développement de ton potentiel, en interaction avec l'autre. Donc tu vois, c'est à la fois très égoïste et centré sur toi en exigence, et en travail, et en bienveillance, et en enthousiasme positif et créatif, et très préoccupé par l'autre, et parce que l'autre, dans le fond, est la motivation principale. Pour moi, en tout cas, ça serait comme ça qu'au quotidien, c'est ce qui fait que c'est pas contradictoire, c'est pas compliqué. Je pars du principe que, possiblement, théoriquement, j'ai été créé d'une certaine façon. Mais les cartes ont été brouillées. Platon aussi disait ça, il disait on a des racines et elles sont toutes emmêlées quand on sort du ventre de notre mère et il faut comme les démêler pour retrouver le bon influx, tu vois, de retrouver qui tu es. Donc c'est qui tu es, la meilleure version de toi, mais en sachant qu'il y a une version originale que tu dois trouver. Sinon, de se dire je vais être la meilleure version de moi, mais c'est moi qui l'invente. Tu vas l'inventer sur quels critères ? Faire plaisir aux autres, être à la mode, une lubie qui te passe par la tête, le lundi tu es comme ça, le mardi tu es comme ça, et ça va amener quoi ? Une instabilité. Or, l'alchimie nous dit, si nous parlons des éléments, des métaux, nous cherchons à utiliser des processus d'une stabilité. Le commencement de l'alchimie, c'est le postulat que la matière est stable et que même la modification de la matière est basée sur de la stabilité. La spiritualité est relativement facile à apprendre et à comprendre. En revanche, l'appliquer au quotidien est un véritable défi. J'espère que cet échange vous apportera quelque chose dont vous avez besoin.